Bonjour Monsieur Kodjo, nous savons que vous êtes membre du bureau politique du Parti Union Progressiste Le Renouveau, dont vous êtes également membre du groupe des orateurs par surcroît, et surtout vous êtes un juriste de haut niveau, docteur en droit public. Une polémique a commencé à sourdre depuis bientôt 2 années dans notre pays lorsque le chef de l'État a décidé de mettre sur pied un comité d'experts pour examiner la question de la chefferie traditionnelle au Bénin. Mais cette polémique enfle en ce moment et commence à inquiéter parce que plus d'acteurs du secteur ne se reconnaissent pas à travers cette loi. D'abord, pour vous, était-il opportun de prendre une loi pour régir ce domaine dans une année préélectorale? Ce faisant, le chef de l'État ne complique-t-il pas la tâche à son dauphin? Alors, je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous me donnez pour réagir sur cette question d'intérêt national qui constitue une question essentielle pour notre vivre ensemble. Alors, votre question est de voir si le timing du chef de l'État ne constituerait pas un handicap. Je vous dis non tout de suite. Et je voudrais qu'on salue la sagacité du président Patrice Talon. Je pense que c'est l'une des rares fois dans l'histoire politique de notre pays que nous avons un homme d'État qui ne se, qui ne se mêle pas des calendriers et qui ne fait pas, qui ne se laisse pas influencer par les calendriers. Ce qu'il a promis, il essaye de le faire et il essaye de dérouler. Je pense que c'est ce que nous devons au président Patrice Talon et c'est dans ce cadre qu'il a promis, rappelez-vous, à la révision constitutionnelle qui est intervenue en 2019, nous avons consacré la reconnaissance de la chefferie traditionnelle dans notre pays. Et c'est conformément à cela que ce texte de loi a été voté par nos députés. Je pense que c'est une opportunité que notre pays a de régler cette question et je pense que loin de penser que cela pourrait être un handicap, nous avons des populations qui peuvent bien comprendre cela et c'est à l'actif du programme d'action du président Patrice Talon, c'est à l'actif des députés qui ont voté cette loi, qui ont adhéré à cet esprit. Et je voudrais saluer ici tous les honorables députés de toutes les sensibilités possibles qui ont permis à cette loi d'être votée et qui permettra que notre pays puisse connaître une avancée. Et donc, merci au chef de l'État, merci au président Patrice Talon, merci pour tout ce qu'il fait. Et une fois encore, nous avons des raisons d'être fiers de lui. Et nous avons des raisons de reconnaître en lui notre leader. Vous l'avez rappelé, hein, je suis membre du Parti Union Progressiste Le Renouveau, donc c'est notre leader et nous avons raison de le reconnaître comme tel. Nous lui souhaitons beaucoup de courage pour le temps qui reste encore pour que le PAG soit vraiment une réalité. Alors, Monsieur Kodjo, était-il opportun de prendre une loi pour régir ce secteur d'activité qui peut paraître très lucratif pour certains compatriotes? Oui, vous mettez le doigt sur la plaie. Alors, euh, on va pas retracer toute l'histoire, mais vous savez très bien que notre pays était structuré en royaume avant l'arrivée du colonisateur. Et donc, cette structuration, cette organisation sociopolitique que nous avions a été suspendue au contact du colonisateur. Donc, le colonisateur a arrêté l'organisation socio-politique qu'il y avait dans notre pays. Évidemment, nous avions plusieurs entités, plusieurs royaumes qui étaient sur le territoire du Bénin actuel. Et à un moment donné, comme tout cela a été arrêté,
Et depuis la colonisation, il faut dire que cette organisation a connu diverses fortunes, hein. Le colonisateur ne voulait pas en entendre parler, contrairement à un autre colonisateur à côté, le colonisateur britannique, qui l'a utilisé comme force de pénétration. Mais notre colonisateur à nous a fait table rase de ces richesses que nous avions et on nous a même dénié, hein, dénié la capacité d'avoir une organisation. Donc, le colonisateur nous a arrêtés net dans notre élan. Ensuite, les jeunes intellectuels noirs qui ont émergé après la colonisation avaient peur de la chefferie et de la royauté et s'en méfiaient parce que bon, ils se disaient si on traite avec eux, ça pourrait nous être, ils pourraient nous ravir la vedette. Et donc pendant longtemps, on a laissé tout ça sous le boisseau. Et pire, sous la Révolution, c'est des entités qui ont été complètement blacklistées. On a interdit toute forme de manifestation de ces entités-là pendant la Révolution. Et je pense que c'est la période la plus sombre de la chefferie traditionnelle et de la royauté dans notre pays. Et il y a eu la résurgence à la conférence nationale dans la période démocratique. Alors je vais dire que les présidents démocratiques ont eu des attitudes différentes vis-à-vis de la chefferie traditionnelle. Vous savez très bien le rapport que le président Nicéphore Dieudonné Soglo a avec le roi de Kétou. Ça, tout le monde le sait. Et ensuite, nous avons vu le président Yahi Boni, que moi j'ai le plus connu en cette matière-là, qui a décrété un fonds annuel de 500 millions pour la chefferie traditionnelle. Je me rappelle que nous mettions les billets de banque dans des sacs de jute, dans une voiture, on prenait 2 ou 3 militaires ou gendarmes et on sillonnait le pays pour aller distribuer ces 500 millions-là à cette chefferie traditionnelle. Et c'est d'ailleurs cette manne de 500 millions qui a fait que beaucoup plus de rois sont nés. Je pourrais vous confier que j'étais membre de cette commission qui distribuait cette manne-là. Et chaque année, on découvrait un royaume supplémentaire à chaque fois. Parce qu'il y avait 500 millions à partager aux gens. Bon, je pense que tout cela faisait un peu désordre, tout cela faisait un peu pagaille. Et je pense qu'il était temps de mettre un peu d'ordre dans tout cela. Et je pense qu'il était opportun de prendre une loi pour régir le secteur. Et d'ailleurs, ça nous permet de nous mettre en conformité avec plusieurs États de l'UEMOA qui ont régi ce secteur, qui ont légiféré dans ce domaine. Et je pense qu'il était opportun de légiférer dans ce domaine. Alors, docteur Kodjo, venons-en à la loi elle-même. Pourquoi fait-elle autant jaser? Les députés n'ont pas pris toute la mesure des conséquences? Alors, je voudrais dire sans risque de me tromper, que la méthodologie qui a abouti à cette loi, je ne sais pas si on aurait pu faire mieux. Je ne sais pas. Je voudrais rappeler simplement à nos concitoyens que le président de la République, le président Patrice Talon, en 2022, a mis sur pied un comité d'experts pour pouvoir régler cette question. Et ce comité d'experts, au départ, avait un mandat pour identifier ce qu'on appelait les royaumes qui se trouvent sur le territoire du Bénin actuel. Et ensuite, leur mandat a été complété. On leur a demandé plus tard de vérifier la dévolution du pouvoir politique et de proposer un projet de loi. Alors, ce comité d'experts qui a été dirigé par le professeur Akoha, pour ne pas le citer, était un comité technique avec beaucoup d'experts. Les historiens, les géographes, les sociologues, les juristes. Et je pense, pour ma petite part,
Et pour ma position, je pense qu'on a recruté ce qui avait de meilleur dans ces matières-là. Et je pense que c'était le casting est le meilleur qu'on puisse faire dans notre pays. Et donc, ces experts se sont réunis et ont adopté une méthodologie de travail. Évidemment, c'est des scientifiques. Ils ont adopté une méthodologie de travail. Ils ont commencé par la clarification conceptuelle. Qu'est-ce qu'on appelle royaume? Qu'est-ce qu'on appelle chefferie traditionnelle? Ils ont éliminé cela. Mais ce qu'ils ont fait de remarquable et qu'il faut qu'on explique correctement à tous nos concitoyens, c'est qu'ils ont déterminé une limite, un marqueur à partir duquel on devrait prendre en compte les royaumes. Alors, ils ont dit qu'on devait prendre en compte des royaumes à partir du contact avec le colonisateur. Et le contact avec le colonisateur est bien daté dans notre pays. Dans la partie méridionale sud de notre pays, le contact avec le colonisateur s'est fait en 1894. Et dans la partie septentrionale, dans le nord de notre pays, le contact avec le colonisateur s'est fait à partir de 1897. Donc, en 1894, quels sont les royaumes qui existaient au Bénin? Voilà la question qui a été posée. En 1897, quels sont les royaumes qui existaient dans la partie septentrionale de notre pays? Voilà la base sur laquelle le travail a été fait. Et sur cette base qui a été une base de documentation, ils ont fait une belle revue documentaire. Beaucoup d'historiens français et béninois ont écrit sur le sujet. Donc, une belle revue documentaire. Ensuite, ils ont fait une descente sur le terrain pour aller fouiller et vérifier. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la partie méridionale de notre pays, quels sont les royaumes qui existaient en 1894. Ensuite, dans la partie septentrionale de notre pays, quels sont les royaumes qui existaient en 1897. C'est à partir de là que le travail a été fait. Et ce travail a été conduit de bout à bout. Et je pense que c'est le lieu de remercier ces experts qui ont fait le travail. Alors, leurs travaux, les résultats de leurs travaux ont abouti à une typologie de la chefferie traditionnelle dans notre pays. Et nous allons revenir sur les critères. Et globalement, nous avons 3 ou 4 grandes catégories. Ils ont arrêté les royaumes. Ensuite, il y a la chefferie supérieure. Et après, nous avons la chefferie coutumière. Ce sont les 3 grandes catégories qui ont été arrêtées. Bon, enfin, il y a une dernière catégorie qu'ils ont appelée la chefferie communautaire. Nous allons revenir en détail là-dessus. Alors, pour être désigné comme royaume, quel travail ils ont fait? Ils ont estimé que pour être désigné comme royaume, il faut d'abord avoir un espace, avoir une organisation politique et avoir surtout une organisation centralisée. Et donc, quand on parle d'organisation centralisée dans les royaumes, c'est qu'il y a des pratiques, qu'il y a des us et coutumes, qu'il y a une stratification de la société dans les royaumes. Il y a une stratification. Il y a les nobles, il y a les princes, il y a les esclaves, il y a les gens simples. Voilà, ces éléments-là ont contribué à trouver cette organisation et à conférer à cela ce qu'on a appelé un royaume. Et là, cette organisation qui est très intéressante, on la retrouve dans la partie méridionale et dans la partie nord-est de notre pays. Donc, un royaume, c'est un territoire avec un roi, avec une organisation politique, une organisation sociale qui donne corps
à une stratification de la société et on voit clairement d'un côté les nobles, on voit clairement de l'autre côté les roturiers, on voit clairement d'un autre côté les esclaves. Ça, c'était important de rappeler pour retenir ce qu'on a appelé royaume. Ensuite, il y a les chefferies supérieures. Alors, nous avons des entités à travers le pays qui ont une organisation centrale, mais pas très bien élaborée comme l'organisation des royaumes. Ça, on les a appelés les chefferies supérieures. Je fais remarquer que la loi a reconnu 16 royaumes, 16 royaumes, et ensuite la loi a reconnu 81 chefferies supérieures. Et après les chefferies supérieures, nous avons ce qu'on a appelé les chefferies coutumières. Alors, il faut dire que essentiellement les chefferies coutumières se trouvent dans la partie nord-ouest de notre pays, où l'organisation était une organisation différente des autres. C'était une organisation un peu linéaire, c'était une organisation où finalement c'est le responsable spirituel qui prenait le dessus et qui dirigeait. Donc on les a appelés la chefferie coutumière dans la loi. Bon. Maintenant, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de gens qui portent des chapeaux, qui disent qu'ils sont responsables de ceci ou de cela. Alors la loi n'a pas rejeté et la loi a reconnu une dernière catégorie qu'on a appelée la chefferie communautaire. Donc, il y a une dernière catégorie qui forme la chefferie communautaire. Donc, voilà un peu la structuration qui est issue essentiellement des travaux des experts et qui a été améliorée, bien entendu, par les députés à l'Assemblée. Et donc, il est important d'expliquer à tout le monde que le travail a été fait à partir d'un marqueur. Alors, je vois des gens qui défilent chez le président de l'Assemblée nationale pour dire qu'eux, ils avaient un royaume qui existait depuis 1600 et quelques, qu'ils avaient un royaume qui existait depuis 1400 et quelques. Oui, les experts d'ailleurs, et les députés l'ont reconnu, les experts ont dit qu'ils n'ont pas fait un travail mémoriel. Ce n'est pas un travail pour restaurer l'histoire du Bénin. Ce n'est pas un travail pour restaurer la mémoire des royaumes défunts. C'est un travail simplement pour identifier ce que nous pouvons appeler chefferies traditionnelles, lesquelles chefferies traditionnelles ont été bloquées, comme on dit ailleurs, ont été bloquées en métaphase 2 par le colonisateur. C'est à partir de là simplement que nous partons pour voir comment est-ce que nous allons utiliser cette structure pour permettre à l'État de continuer à en bénéficier. Alors, docteur Jacques-Richard Kodjo, quelles sont les attributions de la chefferie traditionnelle? Ne crée-t-on pas des interférences avec le pouvoir politique? Ah non, 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 moi je pense que la loi a été très claire, hein. Il n'y aura aucune interférence avec le pouvoir politique. La chefferie traditionnelle telle qu'elle a été définie dans la loi est claire. Et on dit par exemple, je cite de mémoire, que la chefferie traditionnelle est chargée notamment de contribuer à la promotion et à la valorisation des us et coutumes positifs. J'insiste sur ces expressions pour que chacun de nous comprenne. On dit contribuer à la promotion et à la valorisation des us et coutumes positifs de notre pays. Et donc les pratiques culturelles et les pratiques culturelles et cultuelles qui ne sont pas positives et qui ne sont pas en accord avec les principes de la République ne seront pas acceptés. Ensuite, on a dit contribuer à reconstituer et à faire connaître l'histoire de la communauté. C'est normal. Il faut que nous retenions notre histoire parce que nous avons besoin de connaître notre histoire pour avancer. Ensuite, on a dit contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel, matériel et immatériel de l'espace qui est régi par cette chefferie traditionnelle. Il n'est pas inutile de vous rappeler que
actuellement, nous avons créé des pôles culturels selon les cultures et il y a des agences qui ont été créées pour développer le potentiel et le patrimoine culturel et matériel et immatériel de notre pays. Et on a dit qu'il faut, dans ce cadre-là aussi, les rites traditionnels, les rites et cultuels doivent être préservés. La promotion des langues nationales. Et ensuite, veiller à la tenue régulière des cérémonies et organisations qui resserrent les liens de la communauté. Et les éléments qui me semblent très importants dans leurs attributions, je vais vous le dire, la loi dit que la chefferie traditionnelle doit promouvoir le vivre ensemble. Alors, la chefferie traditionnelle doit promouvoir le vivre ensemble. La chefferie traditionnelle doit promouvoir la paix et la cohésion sociale à l'intérieur de la communauté et avec les autres communautés. C'est très important. Il faut être capable d'assurer ces choses-là. Vous savez très bien que la chefferie traditionnelle a donné lieu à des travers dans notre pays, des affrontements et tout. Non, nous ne devons plus avoir cela. Ensuite, la loi a dit que la chefferie traditionnelle doit veiller à la moralisation de la vie en communauté. Évidemment, la chefferie traditionnelle doit nous permettre d'améliorer la moralisation de la vie, de notre vie commune. Et il y a un autre élément très intéressant dans la loi. Je prie chacun d'aller lire cette loi-là. Elle est très intéressante. La chefferie traditionnelle doit contribuer à la vulgarisation des tests de la République. C'est dit dans la loi. La chefferie traditionnelle doit contribuer à la vulgarisation des tests de la République. Et donc, la chefferie traditionnelle là se positionne comme un pouvoir qui aide le pouvoir politique en place à s'améliorer et à avancer. Et on a dit également que la chefferie traditionnelle doit collaborer avec les pouvoirs publics pour la sécurité et le bien-être des populations vivant sur son espace. Et j'insiste ici sur le mot sécurité. Vous savez que nous avons quelques soucis de sécurité en ce moment. Et donc, la chefferie traditionnelle, les chefs traditionnels, les rois devraient contribuer à ce que les populations vivent en sécurité, en parfaite sécurité. Je pense que ce sont ces éléments-là qui apparaissent intéressants dans la loi et donc il n'y aura aucun problème, aucun conflit avec le pouvoir politique. La chefferie traditionnelle nous aidera à vivre mieux ensemble, à améliorer notre vivre ensemble. Alors, docteur Kodjo, quelle est l'organisation de la chefferie traditionnelle définie dans cette loi? Alors, il faut dire que la loi a laissé beaucoup de marge à nos entités et traditionnelles. Hein. Et dans la loi, il est clairement dit que l'organisation respecte les us et coutumes de chaque environnement, de chaque chefferie, de chaque royaume. Donc la loi a été quand même un peu large et pour permettre que les choses se passent correctement. Et donc, il y a par exemple un conseil de désignation qui a été créé au niveau de plusieurs entités, royaumes et chefferies, pour pouvoir désigner celui qui va diriger, celui qui va être le roi ou celui qui va être le chef traditionnel. Je vous ai dit que le comité d'experts a fait une descente sur le terrain pour aller étudier par exemple la dévolution du pouvoir. Et il a été retenu dans les royaumes, les 16 royaumes qui ont été retenus, les critères de dévolution du pouvoir. Par exemple, quand je prends des royaumes comme des royaumes de Boué ou des royaumes ou le royaume de Kika, il est dit clairement dans le texte que la dévolution du pouvoir à Kika se passe comme cela se fait à Niki. Ça, c'est dit clairement dans le texte. Et ensuite, je ne sais plus, par exemple, dans le Dahomey, par exemple, pour être roi, il faut descendre d'un roi, mais votre mère
ne doit pas être une princesse. Votre mère doit être une roturière. Voilà les conditions. Et il faut être intègre physiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas toute son intégrité physique ne peut pas diriger le royaume du Dahomey. Ce sont ces règles qui ont été consacrées par le test et qui permettent la dévolution du pouvoir. Maintenant, l'organisation interne, les interactions entre les différents royaumes, cela n'a pas été touché du tout. Moi, je pense que les gens s'inquiètent aussi sur ces questions-là. Le royaume de Niki, les rapports qu'il y a entre le roi de Niki et le roi de Kika, le roi de Kika le sait très bien. Et le roi de Boué sait très bien quel lien il a avec le roi de Niki. Ça, c'est des choses qui existent et la loi n'y a pas touché. Et si quelqu'un doit se prosterner devant l'autre, ils le savent très bien. Et ces choses-là n'ont pas été touchées par la loi. Ces choses ont été sauvegardées pour le vivre ensemble. Sauf que il y a un conseil de la chefferie traditionnelle qui a été créé. Et donc, les rois, les chefs supérieurs et autres sont représentés au sein de ce conseil-là et sont représentés à vie au sein de ce conseil. Ça fait que, bon, c'est vrai que face à l'État, le roi de Niki et le roi de Kika seront assis sur la même chaise, pas de problème. Mais lorsqu'on retournera à la Gani, le roi de Niki, le roi de Kika, c'est là où il s'assera, là où le roi de Niki est assis. Ces choses-là, ça reste, ça demeure et on avance. Il y a des entités qu'on a étudiées dans l'histoire comme étant des royaumes, mais on a découvert après que ce n'étaient pas des royaumes. Alors, en plus, il y a des entités qui étaient des représentations de rois. Alors, le roi du Dahomey conquiert un territoire et désigne quelqu'un pour le représenter là-bas. Celui-là crée une organisation là-bas et dit qu'il a un royaume. Non, il n'a pas un royaume. Il est un démembrement du royaume du Dahomey. Ces éléments-là sont prouvés scientifiquement et nos compatriotes doivent comprendre le travail qui a été fait et l'organisation en réalité n'a pas été touchée par la loi. Il faut comprendre que cette loi a été faite parce que l'État veut utiliser ces entités-là pour mieux fonctionner. Et donc l'État n'a pas pour mission de désorganiser ces entités. Je pense que c'était important de le dire et l'organisation va se poursuivre maintenant dans un cadre républicain. Alors, docteur Kodjo, des sanctions ont-elles été prévues pour les contrevenants aux règles de cette loi? Évidemment, nous parlons de loi. Alors, évidemment, lorsqu'il y a loi, il y a forcément sanction pour tout contrevenant. Et je pense que c'est essentiel. Et je pense que c'est aussi la marque du caractère républicain de la loi et la marque du caractère républicain désormais de la chefferie traditionnelle dans notre pays. Évidemment, on a prévu 3 degrés de sanctions. Alors, je voudrais repréciser les choses. Quand on parle de sanctions, c'est dans l'organisation interne de la chefferie traditionnelle elle-même. Lorsqu'un chef supérieur ou un chef coutumier ou un chef communautaire ou même un roi s'écarte des pratiques ou des idéaux qui ont été prévus, et il a été prévu dans la loi 3 niveaux de sanctions. Il y a eu d'abord un avertissement, ensuite la suspension et après le retrait pur et simple de la reconnaissance, de l'acte de reconnaissance. Et la loi prévoit que, par exemple, pour l'avertissement, c'est l'autorité préfectorale qui donne l'avertissement au chef traditionnel ou au roi contrevenant. C'est l'autorité préfectorale. Ensuite, quand on monte au niveau de la suspension, et la loi a prévu que la suspension ne devrait pas excéder 6 mois, au niveau de la suspension, c'est le ministre chargé, le ministre de l'Intérieur, qui prend cette suspension après avoir consulté son collègue de la culture. Et le retrait pur et simple de l'acte de reconnaissance est prononcé également par le ministre de l'Intérieur après consultation
de son collègue chargé de la culture. Voilà un peu les sanctions qui ont été prévues. Voilà l'organisation qui a été prévue. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du conseil de la chefferie traditionnelle. Ce conseil-là va être proposé, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de ce conseil vont être proposés dans un test, dans un arrêté interministériel qui sera pris à la fois par plusieurs ministres, intérieur, décentralisation, culture, justice et finances. Voilà. Donc, c'est bien structuré et les rois, les chefs traditionnels qui seront reconnus ne seront pas des hors-la-loi. Ils seront bien obligés de se conformer à la réglementation qui a été prévue. Dans un cadre, je le rappelle, dans un cadre républicain pour que cela puisse faire avancer le pays. Docteur Jacques Richard Kodjo, si c'est aussi clair tel que vous l'avez fait savoir, pourquoi y a-t-il autant de bruit autour? Oui, il y a beaucoup de bruit autour pour des questions de susceptibilité, j'allais dire. C'est des questions de susceptibilité. Et quand les gens viennent dire que, par exemple, il y avait un royaume qui existait depuis 1600 et qui traverse, qui prend en compte Ouida, Cotonou jusque vers la vallée, ce n'est certainement pas faux. Mais le problème, c'est que les gens, ces organisations, ont laissé des vestiges. Et ceux qui protègent ces vestiges ne se sentent pas concernés quand on dit qu'il faut mettre le marqueur à 1894 ou à 1897. J'ai même vu récemment le roi des Haoussa qui est allé réclamer que chez le président de l'Assemblée nationale. Oui, le roi des Haoussa existe certainement. Mais après, quand on prend le marqueur historique de 1897, est-ce que le royaume des Haoussa existait comme une organisation au Bénin, en fait, dans les limites territoriales du Bénin actuel? Moi, je pense que ce sont ces questions qui créent des frictions. Mais si on explique et si on continue d'expliquer, nos compatriotes vont comprendre. Et je ne dis pas que la loi est parfaite, hein. Aucune loi n'est parfaite sur la terre. Toute loi peut être améliorée. Donc, si on découvre des choses, si par extraordinaire, le comité d'experts a laissé en rade certaines entités qui existaient en 1894 ou en 1897, moi je pense que ça pourra s'améliorer. Mais il faut reconnaître aujourd'hui le mérite du président Talon qui a posé un acte historique. Tout le monde voulait que ce secteur soit réorganisé. Tout le monde souhaitait que l'on puisse avoir une idée claire. Et nous tous, nous étions un peu agacés par la taille plus ou moins longue des chapeaux qui défilaient dans nos villes. Et même il y a des gens qui cachaient leur immatriculation et mettaient à la place de l'immatriculation roi de telle zone, roi de tel royaume et tout, et en contradiction avec les règles républicaines. Je pense que tout cela est mieux organisé par cette loi et je voudrais que les compatriotes, nous puissions adhérer à ce premier jet. Je le rappelle, aucune loi n'est parfaite, mais il faut bien que nous partions de quelque part parce que ces entités qui ont été reconnues, royaume, chefferie supérieure, chefferie coutumière, chefferie communautaire, bénéficieront de l'appui de l'État. Et c'est peut-être ça aussi qui fait du bruit, parce qu'ils savent très bien que derrière cela, il y a l'appui de l'État en termes de reconstruction des royaumes, en termes de reconstruction des palais, et même en termes de rémunération à ces rois et à ces chefs qui ont été reconnus. L'État va leur organiser une certaine rémunération pour leur permettre de jouer le rôle que l'État leur confie. Et leur confie parce qu'un homme, une mission, des moyens. Si toutes les missions que nous avons citées aujourd'hui, les rois et les chefs traditionnels doivent
les accomplir, il leur faut des moyens. Et donc l'État mettra à leur disposition des moyens. C'est peut-être aussi les moyens que les gens sont en train de percevoir et cela crée beaucoup de friction. Mais je souhaite que chacun de nous puisse se dire qu'il n'y a rien de parfait sur la terre et qu'il faut que nous commencions quelque part. Il faut bien commencer quelque part. Et c'est le mérite du président Talon. Si le président Talon a un mérite, c'est qu'il a entamé tous les chantiers difficiles que ses prédécesseurs ont laissés en rade. La chefferie traditionnelle, l'organisation de la chefferie traditionnelle, on en rêvait depuis 1990 dans notre pays. Il a pris les taureaux par les cornes. Inutile de vous citer tous les domaines dans lesquels, regardez cette histoire à peu près bizarre, simple, par exemple de la désignation des chefs-lieux des 12 préfectures, qu'on a laissé en rade pendant plus de 15 ans, 20 ans. Il a fallu que le président Talon arrive pour que nous ayons les 12 départements. Alors que pendant longtemps, on a été obligé d'associer 2 départements parce que personne politiquement ne voulait prendre le risque de désigner les chefs-lieux des départements. C'est sur ces questions-là que pour nous, que pour moi, le président Talon, Patrice Talon est un héros. Le président Patrice Talon est un bâtisseur et le président Patrice Talon est quelqu'un qui va être inoubliable dans les annales de la République du Bénin et nous lui souhaitons longue vie pour que l'œuvre qu'il a entamée puisse se poursuivre. Et comme mon parti politique le dit si bien, maintenons le cap. Maintenons le cap du développement, maintenons le cap de la révélation du Bénin, maintenons le cap de l'épanouissement de notre peuple. Je vous remercie.